vrai que chaque transaction n'atteint pas des sommes énormes, mais l'art humanitaire, c'est ce qui vend le plus. Le volume total, lui, est énorme, inimaginable. Et même, malgré la crise, les ventes ne cessent que d'augmenter, nous tenons des sommes astronomiques. Après la guerre du Vietnam, le marché de l'art humanitaire est passé de 10 milliards à 200 milliards de dollars, devenant ainsi l'un des premiers marchés mondiaux. Il est en général facile de s'implanter dans un nouveau pays, car ceux-ci sont ravis de développer leur activité artistique. Alors dans l'art humanitaire, il y a un problème au niveau de l'information officielle, des chiffres. Donc régulièrement, il y a des experts qui vont dans des galeries d'art humanitaire pour pouvoir estimer le chiffre d'affaires qui peuvent se faire, l'affluence des gens, le nombre d'acheteurs. Donc ils arrivent à une somme, un bilan de somme, et quand l'ONG sort son bilan budgétaire, ils s'aperçoivent qu'il y a un décalage. Donc on assiste à quelque chose qui est sans règle, sans loi, qui est dicté par rien. L'Organisation mondiale du commerce estime qu'entre 1960 et 2005, la somme totale ainsi blanchie sur la planète s'élèverait à plus de 2000 milliards de dollars. Kennedy a eu une volonté de faire voter des lois sur l'art humanitaire, justement en créant un système de défiscalisation et de non-nomination des personnes qui faisaient des dons. I'm also sending to Congress a message proposing authorization of a permanent Peace Corps. À partir de là, on peut imaginer un certain nombre de dérives qui peuvent en découler. Une enquête récente nous a prouvé qu'il y avait environ 35 milliards de dollars débloqués à partir de ces fonds. Le montant du blanchiment d'argent sous couvert d'un art humanitaire est estimé en moyenne sur le territoire de l'Union européenne entre 2004 et 2007 à plus de 35 milliards d'euros par an. Je pense qu'il faut en avoir peur. Parce que depuis une dizaine d'années, on tente de faire passer des lois pour combler le manque législatif de l'art humanitaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté de faire passer des textes à l'ONU. À chaque passage, les textes ont été refusés. Et c'est là qu'on s'est aperçu que les lobbies humanitaires exerçaient des pressions énormes sur les politiciens pour que ces lois ne passent pas. Donc effectivement, on peut en avoir peur. Dans les recommandations que le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, laisse à son successeur Ban Ki-moon, il est écrit: Pour ce qui est de la question de l'art humanitaire, aucune loi n'est nécessaire. Il faut la considérer comme un système indépendant de l'ONU, au risque de contrarier les grandes puissances et de mettre en péril l'économie et la paix planétaire. Le lien entre le pouvoir et l'art a toujours existé sous de multiples formes. D'ailleurs, ça n'a rien d'étonnant quand on voit les chiffres des rapports de l'Europe. On s'aperçoit que l'art humanitaire est composé de confréries qui ont une influence certaine sur les gouvernements. Donc ça leur permet d'avoir une main basse sur le pouvoir, parce que lorsque vous allez aider à un endroit, c'est une façon d'étendre votre domination. Chaque fois que de nouvelles guerres apparaissent, de nouvelles organisations apparaissent avec des mandats différents, avec des esprits différents. Le marché de l'art fonctionne par vagues en fonction des politiques internationales. Faire la guerre coûte cher. Il est donc normal que les pays lèvent des fonds grâce au développement du marché de l'art. Eh bien, sans tomber dans la théorie du complot général, il ne faut pas oublier que de nombreux acteurs entrent en ligne de compte, que ce soit des gouvernements, des lobbies économiques, politiques, ainsi que des groupes mafieux. Le blanchiment d'argent peut jouer. Oui, bien sûr que l'art humanitaire marche bien dans les pays en guerre. Cette histoire de complot est une mystification. Au contraire, c'est normal et c'est très positif. L'art humanitaire va permettre au pays de se redévelopper par des actions concrètes, mais aussi culturellement, en permettant l'émergence de l'art de demain. Si l'on ne sait toujours pas aujourd'hui avec exactite quel pouvoir détiennent ces groupes, on sait qu'ils sont partout et ont infiltré la plupart des gouvernements. Que veulent-ils au juste? Argent ou pouvoir? Leur motivation demeure encore obscure, mais une chose est sûre. Depuis des années, ces forces de l'ombre agrandissent leur réseau en diversifiant leurs zones d'influence et leurs cercles d'amis. L'argent blanchi par l'art humanitaire ne cesse de croître, tandis que toute tentative de loi
est systématiquement reporté. Et s'il y a bien une chose de certain pour le futur, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter là, et qu'un jour ou l'autre, le réveil sera douloureux.